Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La réaction du Forum civil sur le rapport de l'indice de perception sur la corruption qui épingle entre autres les régions de Diourbel et Sédhiou. Birahim Seck soutient que la priorité est ailleurs. L'OFNAC, dit-il, devrait plutôt se pencher sur les dossiers du code du port autonome de Dakar, entre autres. 4,5 tonnes de drogue incinérées ce matin par la police. Le ministre de l'Intérieur prône une sensibilisation massive de la jeunesse pour échapper au fléau. La journée mondiale de l'enseignant célébrée au Sénégal ce jeudi. Des syndicalistes présents à la cérémonie demandent une revalorisation sur la rémunération des enseignants. L'invité du 20h en parle. Il s'agit d'Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Sambala Obédian s'en est allé. Le journaliste est décédé à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Il a été inhumé cet après-midi. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Birahim Seck du Forum civil commente le rapport de l'indice de perception sur la corruption qui épingle les régions de Diourbel et Sédhiou. Pour lui, la priorité est ailleurs. L'OFNAC devrait plutôt se pencher sur les dossiers du code du port autonome de Dakar et Timis Corporation. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Chertidiane John et Pape Sangoune Mbaye. Les Sénégalais voudront connaître la vérité et ils ont déposé une plainte auprès de l'OFNAC et jusqu'à présent absolument rien. On peut citer également en termes de mauvaise gestion financière le cas du port autonome de Dakar avec M. Cheikh Kanté, avec tout ce qu'on a sorti également comme malversation, tout ce qu'on a sorti également comme fraude au niveau de la gestion du port. Jusqu'à présent, il n'y a absolument rien. Le COUD, l'OFNAC avait sorti un premier rapport en 2000, l'année dernière. Il devait y avoir une deuxième phase. Jusqu'à présent, l'OFNAC peine également à sortir cette deuxième phase concernant l'audit ou bien l'enquête au niveau du COUD. Sur les mêmes faits, non. Alors qu'on a payé des Sénégalais au niveau de l'OFNAC, on a dégagé un budget pour eux pour qu'ils puissent faire des investigations concrètes sur des cas, sur des cas concrets. Et c'est là où on attendait, bien entendu, l'OFNAC. Des Sénégalais donnent leur avis sur ce rapport de l'OFNAC. Des secteurs comme l'éducation, la santé, la police et la gendarmerie cités, ils estiment que c'est regrettable et que l'État doit réagir face à cette situation. C'est l'essentiel des propos qu'on peut écouter avec Alassane Ba. La corruption, ce n'est pas bon pour un pays. Il faut lutter contre ces pratiques. Des fois, vous allez dans des services, si vous ne déboursez pas, vous n'aurez pas satisfaction. Les gens sont fatigués. Il faut garager pour y aller. J'ai lu ce matin dans les journaux le rapport sur la corruption. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit lutter. Un pays ne peut se développer avec la corruption. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays tous les jours et c'est lié à la corruption. Je me pose même cette question. Où va le Sénégal? Ce n'est pas joli pour notre pays. Des secteurs comme la police et la gendarmerie. La corruption doit être combattue par l'État. La corruption doit être combattue par l'État, quoi. Bon, à plus faudrait que c'est les hommes de tenue, quoi. Eux qui sont aptes pour appliquer la loi. Bon, la corruption, ils doivent le combattre. Oui, des mesures très sévères doivent être appliquées pour ces gens-là. Ces gens-là, mais le peuple espère pour ces gens-là, pour arrêter la corruption. Mais si ces gens-là font la corruption, mais c'est intolérable, quoi. Parlons de toute autre chose à présent avec le projet de loi relatif à la répression du faux monnayage adopté hier en Conseil des ministres. Pour le directeur général de la BCEAO nationale, ce délit doit être fortement sanctionné. C'était lors de sa rencontre avec les directeurs de banques et établissements financiers où beaucoup de sujets ont été abordés. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Il a été adopté hier en Conseil des ministres le projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires. Les trafiquants de faux billets ont du souci à se faire. D'ailleurs, le directeur général de la BCEAO estime que c'est un phénomène pervers et le délit doit être fortement sanctionné. Il y avait une loi qui était là et ce texte date de 1982 avec un additif en 1988.
Depuis lors, vous le savez, les technologies de les TIC sont passées là et nous avons constaté d'autres délits et d'autres façons de faire qu'il fallait intégrer dans l'ordonnancement juridique des États. Nous sommes pour le fait que tout délit qui est un délit grave et un délit économique grave soit sanctionné à la mesure du préjudice que ça peut porter, notamment en termes de confiance en la monnaie. Lors de leur réunion trimestrielle, le directeur général de la BCEAO et les directeurs des banques et établissements ont longuement discuté sur les projets BAL 2 et BAL 3, dont l'entrée en vigueur est prévue en janvier 2018. Nous avons également passé en revue les conditions de préparation du projet BAL 2, BAL 3, une réglementation prudentielle, qui est un projet connexe au plan comptable bancaire, parce que la réglementation prudentielle permet à l'autorité monétaire et l'autorité de supervision de s'assurer qu'à tout moment, les dépôts de la clientèle sont protégés. Une réforme phare pour le secteur bancaire entamée depuis 2 ans et dont les banques sont fait prêtes pour sa concrétisation. Nous allons migrer vers un système qui va nous permettre de nous hisser aux standards internationaux. Donc c'est une réforme réglementaire importante pour le secteur bancaire, pour la BCEAO et pour notre secteur financier. Nous avons bien sûr, avec la Banque centrale, entamé la réflexion depuis plus de 2 ans. Et depuis plus de 2 ans, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que cette réforme puisse être mise en place et pour qu'elle soit fonctionnelle à partir de janvier 2018. Concernant le marché interbancaire dont le seul écueil demeure le consentement, il tarde toujours à voir le jour au Sénégal. Bintou Kanté, 4,5 tonnes de drogue incinérées ce matin par la police en présence du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui salue les efforts faits jusque-là. Il est d'avis qu'il faut davantage sensibiliser la jeunesse et c'est l'affaire de toute la société. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. C'est vrai que la méthode qu'a utilisée aujourd'hui nous interpelle un peu parce que quand même cet environnement aujourd'hui est un environnement habité et naturellement avec la direction du vent nous causons de désagréments au voisinage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé qu'on réfléchisse sur d'autres solutions pour pouvoir incinérer la drogue et je pense qu'avec ça il y a des fours qu'on peut utiliser et qui existent dans l'industrie. Avec une certaine collaboration, on pourra le faire. Pourquoi pas, si ce n'est pas possible, acheter des incinérateurs. Des efforts importants ont été faits et aujourd'hui, c'est 4,5 tonnes de cannabis que nous incinérons et environ 300 grammes de drogue dure. Donc c'est quand même important, mais c'est aujourd'hui une lutte qu'il faut continuer, qu'il faut renforcer davantage, parce que nous sommes tous conscients des effets néfastes que ça fait sur l'être humain et surtout sur la jeunesse. Également, il faut aller vers les jeunes, surtout pour les sensibiliser contre les effets néfastes de la drogue. Donc c'est un volet important, ce n'est pas uniquement la répression. Si ce travail-là est fait, peut-être nous n'aurons pas beaucoup de fumeurs et par conséquent pas avoir même beaucoup de vendeurs, parce qu'en fait si les gens vendent de la drogue, c'est parce que certainement il y a des consommateurs. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas. Donc il faut aujourd'hui aller dans ce sens, sensibiliser davantage les jeunes, les leaders d'opinion. Je pense que les religieux, chacun a sa place dans ces sensibilisations. Ce n'est pas uniquement une affaire de police, c'est d'abord une affaire qui concerne toute la société. Donc c'est d'abord dans les familles. La sous-brigade d'hygiène de Mbao a mis sur la main 2 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation. La cérémonie d'incinération des produits a eu lieu ce matin. L'occasion a été saisie par l'adjoint du sous-préfet de Thiaroye pour demander plus de moyens pour les agents du service d'hygiène qui ont eu à retirer du marché des aliments d'une valeur de près de 4 millions de francs CFA. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. L'opération a duré 6 mois. Elle a permis de mettre la main sur des tonnes de produits alimentaires périmés. Nous avons saisi presque 2 tonnes de produits, équivalent à une valeur de 3 250 000 francs en valeur. Donc ces produits sont exposés, vous les avez vus. Il y a du lait, il y a des boissons, des beurres et d'autres produits qui sont vendus dans les établissements, mais c'est des produits périmés. Donc, et le code de l'hygiène nous dit que tout produit périmé doit être immédiatement retiré de la vente. Un commerçant plus regardant, un consommateur plus vigilant. Voilà le résumé du discours de l'adjoint du sous-préfet de Thiaroye.
Pour mieux protéger les consommateurs, Djabel John s'est fait l'avocat des médecins sans blouse. L'appel qu'on peut faire à l'endroit des autorités, c'est d'accompagner ces éléments-là, parce qu'ils ont besoin de ça, de soutien, d'accompagnement. Parce que s'ils n'ont pas de moyens, ils ne pourront pas faire ce travail-là. Donc aux maires, aux autorités administratives de la zone, nous leur demandons de les accompagner au jour le jour pour qu'ils puissent continuer à persévérer dans cette lancée. sonn nañu torop foo takk seen coono groupe la ñuy def par suba teel di dox amuñu oto amuñu dara état na leen gestu wute leen oto yi nga xamante ne nii ci la ñuy doxee wute leen matériel yi nga xam ne ci la ñuy testé affaire yi. Demain, un autre jour, d'autres prospections avec toujours les mêmes moyens du bord. L'invité du 20h, il s'agit d'Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Il est là avec nous. Monsieur Ndoye, bonsoir. Bonsoir. Alors, la journée mondiale de l'enseignant célébrée aujourd'hui. Nous allons vous demander sa place dans la société actuelle. Est-ce que l'enseignant est bien traité comme il se doit dans ce pays? Je crois que je voudrais d'abord vous saluer, vous remercier pour l'invitation. Saluer toutes les militants sympathisantes du QSEMS, mais également tous les enseignants du Sénégal. Cette journée a été instituée par l'UNESCO le 5 octobre 1993. L'objectif, c'était d'attirer l'attention des décideurs, des gouvernements, sur les mauvaises conditions de travail des enseignants. Et je crois que pour nous, chaque jour est une journée pour les enseignants, parce que ces soldats du savoir, sans tambour ni trompette, sont dans les coins les plus reculés du Sénégal pour formater, pour dispenser des enseignements dans des conditions difficiles, avec des classes pléthoriques. Je rappelle que la taille pédagogique d'une classe, c'est 45 élèves. Nous avons des classes de plus de 100 élèves dans des abris provisoires. Les classes sont des fois des écoles sans toilettes, sans eau, sans électricité. Et malgré tout, ces soldats du savoir font des résultats et d'excellents résultats. Est-ce que ces soldats du savoir sont bien traités aujourd'hui dans ce pays? Non, ils ne sont pas bien traités. Ils ne sont pas bien traités, c'est la raison pour laquelle vous avez entendu tout ce bruit et tous les préavis qui ont été déposés par les syndicats, notamment par le QSEMS. Je rappelle que le contexte est celui de l'adoption par la communauté internationale de l'agenda 2030, articulé autour de 17 objectifs de développement durable, dont l'objectif 4, l'accès à tous pour une éducation de qualité sur un même pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il y a également l'agenda de l'Union africaine 2063 pour une stratégie pour l'éducation en Afrique qui va de 2016 à 2025. Au niveau national, nous avons les assises nationales, les 11 décisions et 45 directives présidentielles, mais surtout l'acte 3 de la décentralisation. Et vous l'avez dit, et les mauvaises conditions qui se manifestent à travers ces perturbations que nous avons connues durant cette décennie et qui ont pour nom un non-respect des accords. On y reviendra tout à l'heure. On va beaucoup parler du non-respect des accords. D'abord, cette cérémonie qui s'est tenue ce matin pour honorer et remettre des distinctions à des enseignants en service et aussi à la retraite. L'événement a été saisi par certains syndicalistes pour rappeler au ministre certaines doléances, des doléances relatives notamment à une correction sur la rémunération des enseignants. À ce propos, le ministre évoque des contraintes étatique. Aminata Mbaresso, Mohamed Dian pour plus de détails. C'est une fête à l'honneur des enseignants. Mais quand le ministre de l'Éducation nationale et des syndicats d'enseignants partagent un même plateau, des revendications ne peuvent pas manquer. La question de l'indemnité de logement des enseignants. Les 60 000 alloués, c'est une revendication qui datait de 1979. Aujourd'hui, nous sommes encore à 60 000 francs comme indemnité de logement. Là où, quand même, comparé aux autres agents de même niveau de diplômant, nous savons qu'il y a des avancées qui ont été faites ailleurs. Il faudra aussi dire aux Sénégalais que le protocole d'accord de 2014, de février 2014, contenait 33 points d'accord. Sur les 33 points d'accord, les 28 ont été effectifs, réalisés. 3 sont en cours et 2 ne sont pas encore réalisés.
La question de la rémunération des agents de l'État s'invite au débat, mais pour Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, la revendication nécessite encore des enquêtes complémentaires. Il est important, je le rappelle, que le gouvernement, après l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique sénégalaise, mais apporte les correctifs nécessaires, sans lesquels correctifs, il ne peut pas y avoir de stabilité dans le système. Et face à ce constat-là, deux possibilités s'offrent. Une première possibilité, c'est un nivellement par le bas. De dire les gens qui avaient des indemnités, on diminue les indemnités pour avoir un système équitable. Si vous le faites, c'est des perturbations sur le plan social, parce qu'il y a la notion d'avantage acquis. Maintenant, soit vous faites un nivellement par le haut. Si vous faites un nivellement par le haut, aujourd'hui, la masse salariale représente une part importante des ressources de notre pays. Vous ne pouvez pas le faire sans pour autant mettre le pays en faillite. Sakhou Sène et ses collègues annoncent la couleur pour 2018. L'apaisement de l'année scolaire dépend de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des enseignants. Il va sans dire aujourd'hui que les 7 organisations syndicales, ou les 6 ont déposé déjà leur préavis de grève, et nous espérons encore une fois de plus que le gouvernement comprendra la nécessité d'aller très rapidement sur la table des négociations afin que nous puissions trouver les meilleures solutions possibles. Sur ces notes, le Sénégal célèbre à sa manière la journée mondiale de l'enseignant. Voilà, on va d'abord commenter là où Amina a fini son reportage. Comment est-ce que vous avez apprécié cette initiative avec des enseignants à la retraite, des enseignants en activité qui ont été honorés et distingués? Je crois que les enseignants méritent plus que ça. On parle même plus d'école, on parle de l'industrie du capital humain. Un pays ne saurait se développer s'il n'a pas un système éducatif performant. Et qui dit système éducatif performant parle du premier intrant qu'il faut motiver et former, qui est l'enseignant. Je parlais tantôt de l'agenda 2030, qui dit clairement la feuille de route de l'agenda, c'est la communauté internationale, puisque pour avoir un enseignement équitable de qualité, les enseignants sont indispensables. Mais pour ce faire, il faut que ces enseignants soient bien payés, bien rémunérés. Il faut qu'ils jouissent d'une formation diplômante de qualité, mais il faut qu'ils soient dans de très bonnes conditions. Parce que l'environnement scolaire, les intrants pédagogiques, les résultats des élèves font partie des éléments qui peuvent contribuer à la qualité du système éducatif. Justement, vous êtes en plein dans votre combat avec un préavis de grève qui s'est même épuisé, selon vos dires, pour réclamer quoi au juste? Vous avez entendu le ministre tout à l'heure qui a parlé de ce protocole d'accord de 2014. Apparemment, il dit que plus de la moitié ont été satisfaites. Mais vous continuez à réclamer des accords qui n'ont pas été respectés par le gouvernement. Je voudrais d'abord rétablir une chose. Il y a eu le protocole de 2011, les accords de 2011. Il y a eu le protocole de 2014, mais le ministre a omis d'évoquer le procès verbal de 2015. Nous, le CUSEMS, nous avons signé un procès verbal le 6 mai 2015 avec le gouvernement. Et dans ce procès verbal, le gouvernement du Sénégal a pris l'engagement de faire une étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Le cabinet MGP Afrique a été choisi par le gouvernement du Sénégal. Le pré-rapport a fait l'objet d'un partage entre le gouvernement et les acteurs de la société civile, dont le CUSEMS. Et l'expert a reconnu, il a écrit noir sur blanc, qu'il y a des disparités dans le traitement des agents de la fonction publique. L'engagement du gouvernement, c'était d'intégrer les amendements qui ont été faits par les syndicats. Je parle du gouvernement, je ne parle pas du ministre. Parce que le ministre, il est dans un gouvernement. Donc ce gouvernement dit, je vais intégrer les amendements. Nous allons ouvrir des négociations sur ce point précis. Donc je ne comprends pas la position du ministre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand le ministre dit qu'il ne peut pas le faire, non. L'UMOA dit que les salaires ne doivent pas dépasser 35% des recettes. Au Sénégal, les salaires ne dépassent pas 35% des recettes. Parce qu'il y a des réformes financières de l'UMOA. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, tout le monde reconnaît qu'il y a des niches au Sénégal. Il y a des entreprises au Sénégal qui bénéficient d'une exonération. Si la taxation est bien faite, s'il y a une équité dans l'imposition, parce que les enseignants sont victimes d'une surimposition, avec ces niches, mais surtout avec les ressources du pétrole et du gaz, je crois que l'État non seulement va financer
tous les problèmes de l'école, mais pourra également prendre en charge les problèmes de la santé, de l'agriculture et du Sénégal. Le problème du contrainte budgétaire ne vous convainc pas? Ne se pose pas. Je voudrais donner l'exemple du Rwanda, qui a réussi la promotion numérique, qui a réussi aujourd'hui à faire en sorte que les gens quittent le privé pour aller dans le public. C'est une question de volonté politique et de priorité. Si l'État sénégalais aujourd'hui est arrivé à créer le Haut Conseil des collectivités locales avec un budget, à créer le Conseil économique, social et environnemental avec un budget, à octroyer une somme, c'est bien. Je crois qu'elle mérite plus que 500 000 aux épouses des ambassadeurs. L'État doit être en mesure. Parce que je rappelle que la motivation est un intrant indispensable pour la qualité des enseignements apprentissages. Et je crois qu'il n'est pas en phase avec le gouvernement du Sénégal parce que nous parlons au gouvernement du Sénégal. Et les engagements que le gouvernement a pris, et aujourd'hui, le gouvernement a les moyens, a les possibilités de le faire parce qu'il suffit tout simplement d'avoir la volonté et d'exploiter ces niches qui sont les exonérations qui sont faites. Il y aura suffisamment de moyens pour financer l'école sénégalaise, mais surtout pour prendre en charge la question de l'alignement de l'indemnité de logement, qui est une question d'équité et de justice. Je voudrais également dire à ce propos que jusqu'en 2007, l'enseignant qui fait 75% de son travail à la maison avait une indemnité de 40 000 francs. Quand je dis enseignant, c'est toute catégorie d'enseignants, du préscolaire au supérieur. C'est à partir de 2007 que nous sommes passés de 40 000 à 60 000. Nous avons dit alignement. L'alignement pose des principes d'équité et de justice. Et c'est ici un élément de motivation. C'est également une manière de revaloriser et de réhabiliter la fonction. Il y a eu également ces ponctions sur salaire qui sont venues s'ajouter à vos revendications. Oui, vous savez, notre préavis de grève s'articule autour de ce point précis, l'alignement de l'indemnité de logement. C'est la colonne vertébrale de notre plateforme revendicative, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'arrêt des redéploiements intempestifs et arbitraires. Parce que nous avons dit qu'il y a un mouvement national où les gens déclarent leur poste, la validation des fiches au niveau des IA et le mouvement national. Mais malheureusement, cette année, le miroir a été pratiquement saboté. Et c'est pourquoi nous le disons, il faut que cela ne doit plus se reproduire. Maintenant, nous avons dit, si l'État veut régler le déficit d'enseignants, le redéploiement ne peut pas le faire. Nous avons cité souvent l'exemple de l'Institut islamique, ce qui se passe scandaleux. Des professeurs ont été à la limite chassés de l'établissement alors qu'il n'y a pas de nécessité de service. Et jusqu'à présent, l'école est en difficulté. C'est le cas également de Mban au niveau de l'IF, de Dagana. Aujourd'hui, un peu partout au Sénégal, il y a des redéploiements parce qu'il y a un déficit criard. Au moment où je parle, au lycée LPA de Dakar, lycée des Parcelles Assainies, les élèves des classes de seconde n'ont pas de professeurs de mathématiques. Voilà. Mais paradoxalement, les professeurs qui sont diplômés de la FASTEF, de l'INSEPS et des autres écoles sont au chômage. Maintenant, ça, c'est le point phare. Maintenant, les autres points, c'est la carrière des enseignants. Mais on va progresser, M. Ndoye. Parce que je vous ai relancé tout à l'heure sur la ponction des salaires. Et le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur cela. Serigne Mbaye Thiam soutient que cette ponction n'est pas spécifique aux enseignants. Il indique que les choses seront réglées bientôt. On va l'écouter avant de revenir sur le plateau. Le jour même où ça s'est passé, je peux parler sous le contrôle de Saourou Sène, qui montre que le gouvernement se préoccupe des questions qui touchent les enseignants. C'est moi-même qui ai pris l'initiative de l'appeler pour lui dire qu'est-ce qui s'est exactement passé. Il m'a expliqué, j'ai interrogé le ministère des Finances. D'abord, il faut relever que ce ne sont pas les enseignants qui sont ciblés. Je pense que c'est tous les fonctionnaires de l'État qui étaient concernés. À part des erreurs de manipulation, je crois, pour partie, qui ont eu. Il y a eu des retraits qui sont justifiés. Le ministère des Finances l'a expliqué. Il y a d'autres qui n'étaient pas justifiés, qui étaient dus à des erreurs, je crois, dans la manipulation. Mais ce qui ne concerne pas seulement les enseignants, qui concerne tous les fonctionnaires du Sénégal. Et le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à faire une émission spéciale pour rétablir le montant qui relevait des erreurs. Voilà, donc vous avez entendu les explications du ministre, vous êtes rassuré? C'est des explications laborieuses, tirées des cheveux. Vous savez, nous, on a eu la chance quand même, nous sommes des syndicats, nous avons la légalité et la légitimité au lendemain des élections de représentativité. En toute responsabilité, nous avons saisi le directeur général du budget et le directeur de la solde, en présence des autres syndicats. Et le directeur de la solde a dit, nous avons commis une faute
en manipulant les prestations familiales. Mais jusqu'à présent, personne ne peut vous dire l'ampleur. Le ministre n'était pas là-bas. Et je rappelle qu'avant que le ministre n'appelle Seydou Sène, nous avons pris l'initiative. Nous n'avons pas attendu que le ministre appelle. Avant lui, nous avons déjà appelé le directeur du budget. Il n'était pas à la rencontre, il n'était pas présent, il ne sait pas ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit, c'est que nous étions entre syndicalistes et le directeur général du budget et le directeur de la solde. Il faut que les choses soient rétablies, n'est-ce pas? Donc quand il a dit ça, il a dit « je m'engage à faire une émission spéciale pour le lundi ». C'était le jeudi, c'était le jour du Gamou. Nous avons dit « il y a le Gamou, le lendemain c'est férié, on vous donne encore 24 heures le mardi pour qu'on restitue toutes les ponctions ». Mais ce qui est scandaleux, c'est que des collègues ont reçu 500 francs de restitution, 2000 francs, 1000 francs. C'est pourquoi nous exigeons encore une fois. 500 francs, par exemple, sur combien? Oui, sur 30 000, 35 000, 40 000. Je crois que c'est une confusion totale. Et ce qui est grave, quand j'entends le ministre parler ainsi, c'est comme s'il minimise. Peut-être que lui, il a suffisamment d'argent. Les enseignants n'ont pas de fonds communs ni de caisse noire. Ils gagnent leur argent à la sueur de leur front. Ils sont en Fongolémie et à Kédougou. Je crois qu'il y a un minimum de respect quand des familles sont dans ces difficultés. Le ministre devait d'abord rendre hommage aux enseignants et présenter ses excuses aux enseignants. Mais parler ainsi, c'est comme s'il minimise l'affaire. L'affaire est une gravité extrême parce que pour la première fois, des salaires sont coupés, le salaire est sacré. Deuxième chose, c'est surtout dans cette lancée, dire au ministre, comme il ne gère pas cette question, il n'est pas le ministre du budget, de grâce qu'il laisse le ministre du budget et le ministre des Finances prendre en charge. Mais ce que nous disons, c'est la restitution intégrale, mais autre problème, les indemnités du bac et du BFM. Monsieur Deux, on ne pourra pas aborder. Oui, non, je termine sur ça, c'est important. Voilà. Le gouvernement avait dit 30 novembre, dernier délai. Et ce qui est scandaleux, nous sommes aujourd'hui presque à la fin du mois de décembre. Les gens courent toujours. Mais le directeur général du budget nous avait dit qu'il y a une enveloppe de 2 milliards 35 millions versée dans le compte, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous nous posons la question, où est l'argent? Parce que l'État doit honorer ses engagements vis-à-vis des enseignants et de l'école sénégalaise. Alors, une toute dernière question. Certains vous reprochent de ne jamais revendiquer de matériel didactique ou de bonnes conditions de travail, rien que des avantages. C'est un système de vase communicant. J'ai dit, la qualité de l'enseignement dépend de la motivation des enseignants. Je dis la qualité est une notion large. C'est l'environnement scolaire. Les intrants, le premier intrant qu'il faut motiver, c'est l'enseignant. Et de par le monde, aujourd'hui, la qualité est un défi. La qualité est un défi. C'est pourquoi la communauté internationale s'est fixé une deadline, c'est-à-dire une période. L'Union africaine s'est fixé une période. Au Sénégal, il y a le paquet qui est mis en œuvre qui met l'accent sur la qualité, l'équité et la transparence. Et cette qualité, on ne peut pas l'atteindre si les enseignants ne sont pas motivés, bien rémunérés, bien formés, travaillent dans de très bonnes conditions. Parce que c'est un système. Vous savez, les problèmes de l'école, on ne peut pas les régler de manière isolée. C'est comme un système de vase communicant. On ne peut pas traiter une question et laisser l'autre. Compris ainsi, on n'a pas de problème. Et qu'ils comprennent que nous sommes aussi patriotes, que le ministre, peut-être que il va passer. Mais nous sommes des enseignants parce que nous avons pratiqué tous les ministres et tout le monde sait que le combat que nous menons est un combat de sens pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante. Merci Monsieur Ndoye, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du 20h de la TFM. On poursuit ce journal avec les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis qui ont organisé un sit-in hier après-midi pour maintenir le cap. Si la direction continue de faire la sourde oreille, selon eux, l'hôpital ne verse plus les cotisations sociales et pire encore, dans les urgences, les malades souffrent à cause de la rupture des médicaments à l'hôpital. Voici les explications du secrétaire général du SAMES, le docteur Ousmane Thiam, au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Par rapport aux cotisations sociales, alors l'hôpital regroupe une entité, c'est une entité de prestataires qui doit à la fin de leur activité puisse bénéficier un salaire. Alors on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a vérifié et que les informations qui nous sont parvenues montrent qu'il y a un certain nombre de mois que l'hôpital n'a pas pu verser. Et ça peut impacter sur le salaire et sur les des travailleurs. Le deuxième point, c'est par rapport aux ruptures fréquentes de médicaments. Nous pensons que ça impacte, c'est un coût supplémentaire sur la santé. Si les malades ne parviennent pas à être, le médicament ne sera pas disponible à l'hôpital, le malade risque de sortir en dehors de l'hôpital. Et ceci va constituer
un coût supplémentaire par rapport à ces dépenses de santé. Et là, ça va impacter ou retarder même la prise en charge. Nous pensons que l'administration doit, en ce qui nous concerne, réfléchir pour mettre à la disposition de notre IB tous les médicaments nécessaires pour améliorer la prise en charge des malades. Et que le seul objectif, comme je le dis et je le répète, c'est pour améliorer la prise en charge des malades. On n'est pas là pour notre propre intérêt, mais on est là pour pouvoir améliorer de quoi le malade sera demain pris en charge et dans les conditions idéales, optimales, et pour qu'on puisse atteindre la performance au niveau de l'hôpital. Nous allons à Ziguinchor avec la marche de protestation des animateurs polyvalents des cases des tout-petits. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Ils se sont rendus à la préfecture de Bignona où ils ont remis un mémorandum au préfet qui promet de le transmettre aux autorités compétentes. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magna. Les animateurs polyvalents des cases des tout-petits battent le macadam à Bignona, arborant des brassards rouges. Ils disent dénoncer les mauvaises conditions de travail. L'ensemble des animateurs polyvalents des CTP viennent au terme de cette première marche pacifique dénoncer et condamner sans réserve les conditions de vie et de travail inacceptables des animateurs polyvalents des CTP, ainsi que le sort réservé à ces véritables serviteurs de la nation sénégalaise en termes de carrière. En effet, monsieur le préfet, après plus de 5 ans de bénévolat, l'espoir d'une mise en position de stage dans les CRFPE, au même titre que certains de leurs camarades, s'estompe de jour en jour. Cette situation s'explique par le très faible nombre d'animateurs convoqués dans les CRFPE ces 2 dernières années pour le compte de la région de Ziguinchor. Au moment où dans d'autres régions largement moins dotées en CTP que Ziguinchor, c'est la quasi-totalité des animateurs qui sont convoqués, formés et recrutés. Ces animateurs polyvalents réclament aussi l'affectation dans la région de Ziguinchor d'un nouveau coordinateur de l'Agence nationale de la case des tout-petits. L'administration de l'Agence régionale de la case des tout-petits de Ziguinchor est vacante. Cette situation confirme réellement le manque de considération de l'éducation des tout-petits de notre région par les autorités de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Ils ont remis un mémorandum au préfet de Bignona qui leur a répondu en ces termes. Votre mémorandum sera étudié. Les points qui pourront être gérés au niveau local, nous allons essayer de les gérer à notre niveau. Pour maintenant le reste, nous allons transmettre aux autorités compétentes. Le département de Bignona compte une 50aine d'animateurs polyvalents des cases des tout-petits. Nous restons dans le sud du pays avec les jeunes de Médina Yoro Fula qui comptent bien se faire entendre lors de la visite annoncée du chef de l'État ce 23 décembre à Kolda. Ils veulent entre autres le désenclavement de leur localité et des emplois pour les jeunes. Abdoulaye Diallo. Réunis en assemblée générale pour préparer l'accueil du chef de l'État qui est attendu à Kolda le 23 de ce mois, les jeunes de Médina Yoro Fula réclament le désenclavement de leur département. Monsieur le Président de la République, la jeunesse du département de Médina Yoro Fula attire votre attention sur une vieille doléance qui a été portée par nos parents, portée par nos grands-parents, portée par nos mamans, à savoir le désenclavement intégral du département de Médina Yoro Fula par une route goudronnée. Je précise bien goudronnée, parce que le département de Médina Yoro Fula n'a pas un seul centimètre de goudron. Et cela handicape fortement et lourdement l'émergence du département de Médina Yoro Fula. Nous souhaitons que pour votre visite, que vous mettiez l'accent sur le désenclavement via le goudron et accompagner le développement du département de Médina Yoro Fula. L'absence d'infrastructures destinées aux loisirs des jeunes fait partie de leurs préoccupations. La jeunesse du département de Médina Yoro Fula souhaite aussi mentionner le fait que les infrastructures pour la jeunesse sont inexistantes dans le département. Nous parlons des stades, nous parlons des centres d'accueil, nous parlons surtout aussi des centres d'orientation pour l'emploi. Ce serait important, utile pour l'émergence du département de construire ces infrastructures-là pour accompagner la jeunesse. Le chômage entre le sommet de ces jeunes. La jeunesse a besoin d'une formation de qualité, donc des formations qualifiantes sont nécessaires. Le PM, lors de son oral, a parlé des ciels. Nous en avons besoin. Monsieur le Président, la jeunesse du département de Médina Yoro Fula souhaite la réactivation du domaine agricole communautaire et une implication réelle et effective de la jeunesse du département, parce qu'on ne se retrouve pas d'abord dans ce grand projet de l'État. Comme solution face à leurs maux, ils proposent ceci. Pour pallier les difficultés du département de Médina Yoro Fula, il y a une solution incontournable. C'est la responsabilisation de la jeunesse du département. La jeunesse du département a aujourd'hui la ressource humaine nécessaire pour prendre en charge ce département.
Les jeunes du département de Médina Yoro Foulah désirent une audience avec le président de la République afin de lui faire un état des lieux exhaustif de la situation de leur localité. Plus de pain, plus de vente de pain dans les boutiques à partir du mois de mars 2018. Cette décision sortie des assises de la boulangerie est saluée par les consommateurs et les boulangers. Au niveau des kiosques et boutiques, des avis sont plutôt partagés. Plus d'hygiène, oui, mais il faut que la mesure soit pérenne. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. La vente de pain, ces boutiquiers l'exercent depuis des années. L'interdiction de cette activité annoncée, Moussa Diallo et compagnie se plient déjà à la mesure. Tout est question d'organisation. Après la sortie de l'arrêté, les consommateurs devront tout simplement aller vers les boulangeries et kiosques agréés pour l'achat du pain. En plus, le bénéfice n'est pas conséquent. Si aujourd'hui nous vendons du pain, c'est parce que la demande est forte. Le pain vendu désormais dans les kiosques et boulangeries uniquement, je n'y trouve pas d'inconvénient. Nous disons même ouf parce que pour chaque baguette de pain vendue, nous ne gagnons que 15 francs de bénéfice. Ces gérants de kiosques, quant à eux, sont partagés. Je ne pense pas que les boutiquiers vont accepter facilement parce que ce sera un manque à gagner pour eux. Les boutiquiers vendent à la fois du savon et autres détergents, en plus du pain. Ce n'est pas recommandé. Dans cette boulangerie, à la rue 7 de la Médina, cette décision sortie des assises sur la boulangerie fait des heureux. C'est notre avantage. Déjà, il y a la sécurité, il y a l'hygiène. Un consommateur qui applaudit aussi, Monsieur Dat. Il demande par ailleurs le suivi de cette mesure. Elle est bonne, mais je pense que si on remonte l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et je me rappelle que du temps du Parti socialiste, une mesure similaire avait été prise tendant à imposer aux consommateurs l'achat du pain dans des kiosques. Et je me rappelle, durant les années 76-77. Donc ça a été fait, puis entre-temps délaissé. Donc vous savez, le problème du Sénégal, c'est ça, l'application de la loi, quoi. Il y a des problèmes d'hygiène qui se posent, il y a des problèmes de santé publique. On ne peut pas aujourd'hui se permettre d'aller acheter du pain chez le boutiquier qui manipule ça et là des produits supposés et assez toxiques. En attendant la sortie de l'arrêté, consommateurs et boulangers restent exigeants. Ils ne veulent plus de pain dans les boutiques pour plus d'hygiène. Le monde des médias endeuillé par le décès de Samba Laobédian, journaliste sénégalais. Il a été emporté par une longue maladie. Samba Laobédian a été inhumé cet après-midi à Chertidiane John, Pape Sangoné Mbaye. Émotion et recueillement à la levée du corps de Samba Laobédian. Le personnel de la radio-télévision du Sénégal, amis, proches et parents ont effectué les déplacements pour rendre un vibrant hommage à l'ancien journaliste. Un homme ancré dans les valeurs et traditions caïriennes. Un homme qui avait le culte de l'excellence. Un homme qui s'est battu toute sa vie pour sa famille, pour son terroir et pour sa patrie. Vous savez bien qu'il a fait la France pendant longtemps, avant d'atterrir aux États-Unis d'Amérique. À son retour, j'ai eu le privilège de l'accueillir à la Médina où je l'ai accueilli dans ma chambre personnelle. On a tout partagé. Laobédian, l'homme a marqué de par ses qualités. Il était un professionnel qui maîtrisait bien son art, mais aussi un syndicaliste qui défendait les intérêts des travailleurs de la RTS. Quelqu'un qui était très combatif, qui était contre l'injustice, qui s'est beaucoup battu, surtout pour les travailleurs de la RTS. J'ai cheminé avec lui pendant près de 20 ans dans le syndicat. À l'époque, le journal du Témoin avait le même titre, Starkey Hutch, parce que nous formions un duo. Et je crois que je faisais partie des rares personnes avec qui j'ai échangé beaucoup au sein de la RTS. C'est vrai que beaucoup ne le comprenaient pas. C'est quelqu'un qui avait des principes, c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à son honneur et il ne se laissait pas faire. Sa disparition, une immense perte pour le Sénégal. Samba Laobé est un homme d'une grande intelligence. On s'est connus à la RTS.
Donc on a travaillé pendant plus de 20 ans au niveau de la RTS et on s'est surtout connu au niveau du syndicat, au niveau du SYNPICS. Donc parce que c'était vraiment un homme très social. Donc il s'est beaucoup battu pour les intérêts matériels et moraux des travailleurs et en particulier des travailleurs de la RTS. Il est aussi d'autant plus social que même au niveau de la cité de la RTS actuellement, où nous habitons ensemble, il s'occupe de tout ce qui est social là-bas, surtout de la sécurité. L'ancien journaliste a été inhumé à Kildarman, localité située dans l'arrondissement de Niakhène, dans la région de Thiès, où il a fait ses études coraniques. Nous parlons à présent de la remise du prix à Macky Sall pour le dialogue. C'était aujourd'hui à Ouagadougou, le Mogo Maga Naba, consacré le Centre indépendant de recherche pour le développement. Il propose la journée du 28 mai comme journée africaine du dialogue. Les temps forts avec notre correspondant sur place, Ndiagatia. Des colombes planant au-dessus d'un bonnet d'un chef coutumier, comme pour dire son trône rime bien avec recherche de la paix au Burkina Faso. Et quand ce chef s'appelle Mogonaba Bango, c'est toute l'Afrique qui lui reconnaît son mérite. L'événement, la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. À l'initiative du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Sa Majesté a mis tout son prestige au service du dialogue, au Burkina d'abord et dans toute l'Afrique ensuite. Une Afrique non pas dressée contre ses peuples et ses États, mais une Afrique réunie dans une même communauté de destin. Recevoir une telle distinction honore, mais surtout encourage et stimule. Ce prix, nous le dédions avec fierté au peuple burkinabé. Une distinction pleine de symboles. Que nous aurions souhaité que certaines bonnes choses convenues ensemble puissent avoir un retentissement continental et mondial. Panafricain, par exemple, en disant le 28 mai 2000, depuis 2016, a été considéré, 2016, a été considéré au Sénégal comme la journée nationale du dialogue. Et récemment, lors d'un symposium, nous avons tous convenu que cette date pourrait être une date du dialogue en Afrique. Une paix pour laquelle le président Sall s'est toujours investi. L'humanité a plutôt besoin du dialogue des cultures pour faire face aux terribles menaces que sont le terrorisme, l'extrémisme violent, les crimes transnationaux, le changement climatique et le retour impromptu du crime contre l'humanité qu'est l'esclavage des jeunes Africains en Libye. Je saisis cette occasion pour réitérer l'engagement du Burkina Faso à œuvrer avec le Sénégal au renforcement de nos liens de solidarité et de fraternité en vue de l'avènement d'une Afrique unie et forte. La cérémonie de remise du prix Macky Sall pour le dialogue, une initiative du CIRID et une première du genre. Elle a réuni dans la salle des banquets de Ouagadougou, autorités politiques et coutumières du Faso et une forte délégation sénégalaise. Nous parlons à présent de lutte avant de refermer cette édition. Le président du Comité national de gestion de lutte amateur, le docteur Alioune Sall, soutient qu'il y aura bel et bien des belles affiches pour la saison 2017-2018, histoire de rassurer les amateurs. Il s'est par ailleurs prononcé sur la surcharge pondérale de certains lutteurs. C'était lors du 7e congrès panafricain et méditerranéen. Je vous propose de l'écouter au micro de Chertidiane John et Pape Sangone Mbaye. Le premier, déjà, il y a une belle affiche. En février, il y a de très belles affiches. En mars, etc., jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, il y a eu le drame du stade Demba Diop qui a un peu perturbé les programmes. Organisé à Demba Diop, organisé à Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas la même chose. Mais je suis convaincu que vous changerez d'avis d'ici quelques mois.
Nous essayons de faire au mieux. Malheureusement, nous ne sommes pas souvent entendus. Et je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je croise un champion. Il vient vers moi et me dit, vous voyez dans quelle forme je suis? Je dis, c'est une catastrophe. Et il me dit, non père, je mange des pommes de terre, sans faire un jeu de mots. Et je lui dis, j'ai mangé des pommes de terre avant vous, mais je n'ai jamais eu les oreilles enflées. Et nous l'avons convoqué au CNG. Nous avons échangé avec lui. Et à l'arrivée, il nous a remerciés. Je lui ai dit, vous allez être notre relais auprès des autres. Il me dit, non, laissez-les mourir de leur belle mort, mais j'en parlerai à mes amis. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.